part importante à donner à cette conférence de gouverneurs. Mais nous sommes dans la province du Kwilu où on parle Kikongo. On n'en a pas parlé depuis. Il faudrait que les téléspectateurs de la locuteurs de la langue Kikongo on résume pour eux plus ou moins ce qui a été fait depuis le début. Le président de la République est arrivé à Bandundu-Ville, un bain de foule impressionnant. La conférence de gouverneurs va se tenir tout à l'heure. Elle a pour thème la transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral et du développement rural et connexion au marché urbain. Ça concerne le peuple d'Amba, le peuple du Congo profond. Mais il faudrait bien que ce peuple entende et comprenne ce qui s'est fait ici à Kikwil. Ça s'est fait pour l'ensemble de la République. Et là, c'est le ministre de l'Agriculture, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui va avoir une part importante ici à cette conférence parce que c'est son secteur qui est placé dans le thème, la transformation agricole et tout ce qui va avec. Et donc, les locuteurs de la langue Kikongo attendent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se faire et quel est l'avantage d'avoir cette conférence ici à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu. Merci Dichala. Kuma deja akazola kota na kati ya nzoya ya makita nyos tapisa salama yebetu na sabandelu kutakanu ya ntina na yokele inki ke samu na kusala na betu bana ya Kwilu province na betu kele province ya Bilanga province na betu kele province ya kepesa bantu bima ya kudia province na betu kena kunatisa bantu ndebo bokola ba banyama bambisa mtinu na mutine okebinga na français une province agro-pastorale yona beke monande yoke salama ina ntu ya dilongi afana salama na kati ya lukutakano yai yota sadisa province na betu ya Kwilu nde bisalo kwena na ntwala samunde kusala ba bilanga na betu ofana veka ka modeli na ya ntama ya kele ya bambuta kasi betu la kuchanger yo salama na mpela nde bantu nyonso komona mfunu ya bilanga na beto kusala be bilanga ya fioti kansi kusosa mpela nde yo salama na ba tracteur yo salama na bima nyonso betu zo bila betu ba semence ki fona sadisa population de yokwenda kaka agriculture vert betu kempi bampanyi kel kokuna bambisi kesala ba etan kete beta bikala kana modeli na ya ntama tala kikuma ya yokele yo ina yo bopesa bantu mayele ya mpa ya fona sadisa population ya Kwilu ndebi kudia kuvanda betu dia fe kaka ba bampiodi betu dia fe kaka ba ina ke congelé mais betu dia bosso que toi en français manger bio ya kele bima me pasika na ntoto ya Kwilu yo sadisa bana ya Kwilu yo pesa fudia yo pesa bisa betu na kotoba mfuma luyalu deja ke na kokwisa sambu na kokuma kokota mina moke vutura micro na mpangi na betu Edichala. Merci. Le président de la République qui est donc arrivé ici au gouvernorat du Kwilu. Il va procéder à l'ouverture de cette 13e conférence de gouverneurs. Il est donc arrivé, vous voyez le cortège qui fait son entrée ici au gouvernorat du Kwilu. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé en début d'après-midi ici. Vous avez aussi suivi le bain de foule qui lui a été offert par la population du Kwilu. Il va commencer certainement, si le programme n'a pas changé, par il va commencer par la photo de famille avec le gouverneur. Et puis ensuite, on va rentrer dans la salle pour les débuts effectifs de cette cérémonie. Vous annoncez depuis plus d'une heure. Félix Antoine Tshisekedi est là. La photo de famille, bien entendu, va être prise. Le président de la République, la première ministre, le gouverneur hôte, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et le gouverneur des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Je vous ai parlé du gouverneur, le professeur Pouroussi, de Sud-Kivu, qui est ici avec tous les gouverneurs. Le président de la République va rentrer pour quelques minutes d'échange avec ses services. Pendant ce temps, les gouverneurs, la première ministre en chef du gouvernement, le vice-premier ministre en ministre de l'Intérieur et tous les 26 gouverneurs des 25 provinces plus la ville de Kinshasa vont revenir dans la salle pour le début effectif de cette cérémonie que nous attendions depuis plusieurs mois. Vous vous rappelez, elle a été reportée
les débuts de cette conférence à plusieurs reprises. Et finalement, l'évaluation qui a été faite dernièrement a décidé que la conférence pouvait se tenir. Le gouverneur a rappelé tout à l'heure que ce chapiteau dans lequel nous nous trouvons et qui accueille cette 13e conférence des gouverneurs est une propriété de la province du Kwilu. Il y en a deux, comme celui-ci. Et donc, organisation des grandes conférences, des grands événements, ce n'est plus un problème pour la province du Kwilu. La première ministre chef du gouvernement qui est arrivée elle aussi ce jour dans la ville de Bandundu, le président de l'Assemblée nationale qui est lui aussi arrivé ce jour ici à Bandundu, le président du Sénat. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est tout Kinshasa officiel ou toute la République démocratique du Congo officielle qui a fait le déplacement de Bandundu. C'est un coup de pouce au développement de cette ville. Vous n'imaginez pas combien d'argent restera dans cette province. Les hôtels ont été loués et la restauration a fonctionné à plein régime et ça se fera comme ça pendant les 5 jours. Et c'est toujours important d'avoir ce genre d'activité au plus haut niveau. Ça booste l'économie nationale. Il y a des gens qui pensaient que la restauration ou les hôtels ne peuvent se construire que quand on est dans une ville qui est touristique, qui accueille plus de monde. Et là, vous avez la preuve que toutes les villes de la République démocratique du Congo peuvent avoir des moments où il y a affluence de la République dans leur ville. Et il est toujours important pour les opérateurs économiques appréciable ici à Bandundu-Ville. Il peut être de l'Équateur, il peut être du Kasaï, il peut être de la province orientale, mais pensez avoir un hôtel ici, ça ferait les affaires. Donc, c'est aussi question de faire la promotion de sa province pour attirer les investissements. Et pour attirer les investissements, il faut se montrer très ouvert côté taxes. Et je pense que dans le Bandundu, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les échanges que nous avons eus tout à l'heure disent que la taxation, la fiscalité asphyxie encore les opérateurs économiques. Vous avez raison de le dire, René. Ça, c'est vrai dire Edith Chala. Trop de taxes tue des taxes, comme on le dit. Généralement, il y a beaucoup de problèmes de taxes qui se posent ici, mais nous osons croire qu'avec la tenue de cette 13e session des conférences de gouverneurs, les choses vont devoir changer. Ça va bousculer la ville pour qu'on ne reste plus, on dorme sur les lauriers, comme on le dit, qu'on ne reste plus dans les histoires du passé. C'est le moment de pouvoir voir de l'avant, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'on doit construire, qu'est-ce qui reste encore à faire pour que nous soyons au même diapason que les autres provinces de la République démocratique du Congo. Pour vous faire aujourd'hui, le Kwilu est la capitale de la République démocratique du Congo, parce que le président de la République et tout le gouvernement se trouvent dans la ville de Bandundu. Mais ce n'est pas une mince affaire. C'est pour que nous puissions maximiser vraiment, généralement, tout ce qui doit se faire ici. Maximiser les résultats. Comme je l'ai dit, quand que les décisions de cette 13e session ne soient pas lettres mortes, que ça ne reste pas dans les tiroirs, mais qu'on les mette en application pour que le Kwilu avec un autre visage. Voilà, nous allons voir le Kwilu avec un autre visage. J'ai parlé tout à l'heure de Willy Atonakov qui a été ministre provincial ici, même s'il est redevenu journaliste. Je pose la question, c'est à lui de la répondre. Au moment où vous avez été ministre provincial ici, vous participez au gouvernement, est-ce qu'il s'est posé déjà le problème des taxes? On a entendu parler dans les couloirs d'une taxation asphyxiante. Les opérateurs économiques ne réussissent pas à s'épanouir parce qu'ils sont asphyxiés par les taxes. Est-ce que c'était un problème qui s'est posé déjà à l'époque? Est-ce qu'il y a lieu d'envisager un allègement
au niveau du fisc pour permettre aux opérateurs économiques de prospérer. Oui, Edith Tchala, chers téléspectateurs, moi je pense que le problème des taxes se pose non seulement dans la province du Kwilu, mais aussi et surtout dans beaucoup de provinces. Ici, quand nous étions au gouvernement Godel Kinyoka 2016-2018, le problème des taxes s'est posé déjà. Bandundu, c'est un problème, c'était une province à vocation agro-pastorale. La plupart des taxes, des nomenclatures, des taxes proviennent de l'agriculture. La direction générale de recettes du Kwilu, qu'on appelle DGREC, qui est gérée par la province, par l'exécutif provincial, c'est au niveau de la DGREC, la direction générale des recettes du Kwilu, où il y a une taxe sur les produits agricoles. Et cette taxe-là est prélevée à partir de Kikwit, de Massamouna et de Dima pour la voie navigable. Alors, il se fait que les gens ne veulent pas cultiver la culture des taxes. Or, sans les taxes, la province du Kwilu ne peut pas décoller, puisqu'il n'y a que cette taxe-là sur les produits agricoles qui peut générer des recettes capables de faire décoller la province du Kwilu. Donc, même au niveau de la province voisine de Maïnombe, c'est une province qui est à vocation également agro-industrielle avec du bois. C'est à travers la taxe sur les produits agricoles ou sur le bois que toutes ces provinces-là sont en train de vivre. Sans ces taxes-là, la province ne va pas donc décoller. Il y a une fraude massive, les gens ne veulent pas payer des taxes. Or, les impôts, qui payent l'impôt est en train de mettre un plus dans les trésors publics et cela permet au gouvernement provincial d'appliquer sa politique, celle de payer les députés provinciaux, ce qu'ils appellent savons, et de payer également les ministres provinciaux et de peaufiner quelques projets des infrastructures. Vous savez que la ville de Bandundu, pour accéder, c'est aujourd'hui difficile, c'est très difficile, par la voie à partir de Bongata, sur la RN1, la RN17, partant de Bongata jusqu'à Anganambo, dans la ville de Bandundu, pratiquement une affaire de 340 km, mais l'état des routes est délabré, dégradé, ce qui fait que la préoccupation profonde de la population, c'est d'abord la modernisation de ces tronçons-là, qui va permettre à ce que les produits agricoles qu'on produit, permettez-moi la tautologie, dans la province du Kwilu puissent sortir. Et une autre voie, c'est la voie maritime. À partir de Bandoudou-Ville, la rivière Kwilu-Kwango qui se jette dans les Kasaï, il y a les bateaux qui passent par là doivent payer les taxes des produits agricoles provenant de la province du Kwilu. Et au niveau de la RN1, il y a aussi une barrière qu'on appelle Massamouna, où l'on comptait des commerçants qui viennent acheter les concepts de manioc, les arachides, le maïs, même la presse, les charbons, et ils sont soumis à cette taxe-là pour permettre à la province. Mais en dehors au lieu de comprendre que le pays comme la Belgique n'évite donc des taxes et des impôts. Et pourquoi pas ici chez nous, dans la province du Kwilu, pour que cette taxe-là puisse permettre à la province de renflouer la caisse provinciale et de prendre en charge certains problèmes, puisque la rétrocession de 40% jusqu'aujourd'hui n'est pas encore d'application. Et la province est démunie de ses moyens pour payer son personnel au niveau du gouvernorat, au niveau de l'Assemblée provinciale, et pourquoi pas pour réaliser certains projets à impact réel et visible. Merci, Willy Atunakov, mais il faut très souvent rappeler que les taxes et les impôts ne devraient pas être mobilisés pour le paiement forcément de ceux qui travaillent au gouvernorat, sinon ça va donner l'impression que les taxes sont collectées pour engraisser ceux qui sont au pouvoir, ce qui justifie l'affluence en politique et la volonté
de devenir soit député provincial, soit ministre provincial, soit gouverneur, quelque chose du genre. Il faudrait bien que l'argent qui se mobilise au niveau provincial contribue au développement local, à la création ou à la réalisation des projets structurants, des projets qui permettent le désenclavement, la possibilité pour les villageois, pour les agriculteurs de l'intérieur du pays d'acheminer leurs produits dans le centre urbain de consommation. Ça devrait être cela le sens premier des recettes au niveau provincial. Il faudrait d'ailleurs que la rétrocession sur laquelle on revient assez souvent à chaque conférence de gouverneurs, la question se repose avec acuité et je pense que l'on finira par trouver une solution pour que ceci se fasse de manière automatique. Il n'est même pas prévu une rétrocession. La Constitution parle de la retenue à la base. Mais bon, les choses se sont inversées. On parle désormais de la rétrocession et ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement central, même les gouverneurs aussi pour rétrocéder aux entités territoriales décentralisées. Ça n'arrive pas tous les jours. Le problème se pose des gouverneurs dans la province du Kwilu et Bandundu. Hymne national. Nouveau honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Madame et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, honorable président des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs, pour Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La 13e session de la conférence des gouverneurs de province, qui se tient sous votre haut patronage à Bandundu du 24 au 28 mars 2026 dans la province de Kwilu, prévoit le programme d'ouverture de la manière suivante. 1. Mot d'accueil du gouverneur de la province de Kwilu. 2. Lecture du mémorandum des gouverneurs par le gouverneur du Sud Kivu. 3. La motion de soutien au président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province par la gouverneure de Lualaba. Enfin, interviendra votre allocution d'ouverture et d'orientation. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons
Monsieur le gouverneur de Kwilu à prendre la parole. Monsieur le gouverneur. Excellences, Messieurs les présidents de la République, chef de l'État, président de la conférence des gouverneurs, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, vice-président de la conférence des gouverneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Excellences, Messeigneurs, les évêques, les diocèses d'Idiofa, d'Ekenge, honorable président des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Kwilu, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural, distingués invités et chers participants. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. En ce jour spécial, étant entendu du 24 mars 2024, je ne puis mesurer la grandeur de la tâche et de la responsabilité qui nous incombe tous que de prendre la parole devant cette haute tribune afin de rendre les hommages mérités au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de lui témoigner, au nom de toute la population de la province du Kwilu, ma profonde gratitude pour la tenue dans la province du Kwilu de la 13e session de la conférence des gouverneurs. À titre de rappel, vous êtes sans ignorer que la conférence des gouverneurs est instituée conformément à la volonté du législateur, telle qu'exprimée de manière expresse par la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 200, et par les dispositions pertinentes des articles D, 10, 11 de la loi numéro 08/015 du 7 octobre 2008, portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Excellences, Monsieur le Président de la République, le fait pour vous de choisir le Kwilu, le fait pour vous de choisir la province du Kwilu comme lieu de la tenue de la 13e conférence des gouverneurs témoigne une marque de considération pour les fils et fils de la province du Kwilu. Je voudrais remercier toutes les autorités hiérarchiques, tous mes collègues gouverneurs de province, les présidents des assemblées provinciales, ainsi que les experts, tant du niveau provincial que du niveau national, qui ont bien voulu rehausser de leur présence les manifestations relatives
à ce grand forum national dont le thème est évocateur. Transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains. Il ne va sans dire que le choix du thème de cette conférence est d'y lier de son déroulement précisément dans la province du Kwilu n'est ni gratuit, ni anodin, moins encore innocent. Il s'agit, à mon humble avis, d'un choix longuement réfléchi, délibéré et stratégique. C'est donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, toute la population du Kwilu vous restera à jamais reconnaissante. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables et distingués invités, il convient de rappeler à tous, primo, que la ville de Bandundu, située au confluent de trois rivières, à savoir le Kwilu, le Kasai et le Kwango, a été créée par ordonnance présidentielle numéro 69/275 du 21 novembre 1969, et cette création a été réalisée et voulue curieusement sous la gestion de la territoriale par son Excellence Fé Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, autrefois ministre de l'Intérieur du gouvernement de la République. Secondo, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire une incise en rappelant à l'intention de nos invités et pour les besoins de la cause, comme d'aucuns le savent déjà, que la ville de Bandundu, siège des institutions de la province, a depuis toujours déjà été acquise à la cause des forces du changement, les forces du changement. Autrefois par les Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de la démocratie congolaise. Tenez qu'en 2011, les Sphinx délimité, opposant farouche au régime dictatorial et en pleine campagne électorale dans la ville de Bandundu, avait donné un mot d'ordre à la population locale pour voter les candidats de son obédience et de son choix comme député national. La population de Bandundu, ici présente, a suivi à plus de 80% ces mots d'ordre en donnant l'unique siège de la ville à un député élu de l'IDPS. Soit de l'opposition, 2 fois consécutivement. Pas plus qu'à la législature actuelle, après votre passage ici, dans la ville de Bandundu, en présentiel et en pleine campagne électorale, accompagné de la très distinguée Première Dame, et avec votre avènement à la magistrature suprême, il ne se dessine clairement que l'ombre du sphinx de l'imité plane encore et toujours sur l'esprit de la population de Bandundu, laquelle venait d'accorder encore une fois les 2 sièges de la ville à la députation nationale et un à la députation provinciale au parti cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous êtes le seul président de la République et chef de l'État à avoir pensé à la réhabilitation de la voirie de nos 2 villes, en accordant à la ville de Bandundu une dizaine de kilomètres de bétonnage et une autre dizaine à la ville de Kikwit. 65 kilomètres du petit Kasai
jusqu'à la cité de Boulungu, 85 km de Ingudi jusqu'à Idiofa, 70 km Bachamba, Gungu, Kakobola. Excellences, Messieurs le Président de la République, vos efforts inlassables pour l'achèvement des travaux du barrage de Kakobola méritent d'être soulignés. Méritent d'être soulignés une fois encore. Vous êtes les réformateurs des mirailles abandonnés et des ouvrages délaissés dans les Kwilu profonds. Les barrages de Kakobola constituent un enjeu important dans le développement socio-économique de la province du Kwilu et votre leadership dans l'achèvement de ces travaux mérite d'être souligné dans les annales de la République. En fait, la mécanisation de l'agriculture dans la province du Kwilu rime avec l'électrification de son territoire. Excellences, Messieurs le Président de la République, vous avez lancé un bon programme de PEDEL 145 territoires et ce projet a été bien exécuté dans notre province avec la planification de la construction de 45 écoles primaires, 30 centres de santé et 5 bâtiments administratifs. De ces 80 édifices, 72 édifices ont été livrés, soit un taux de réalisation de 90%. C'est dont la population du Kwilu vous remercie sincèrement. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne s'agit pas d'un choix innocent, mais plutôt d'un nouveau regard fixé sur les nouvelles exigences et opportunités, ainsi que des impératifs de votre gouvernance, notamment la revalorisation du développement à la base, par les slogans « Le peuple d'abord ». Et aujourd'hui, je veux qu'on le dise, Ik et Nouk à Bandundu, que le Kwilu d'abord. Une question revient cependant toujours à l'esprit des Kwilois en général et à celui des habitants de Bandundu en particulier, celle de savoir si les sorts et les regards indifférents, souvent et depuis toujours réservés à nos entités par le pouvoir passé, n'étaient-ils pas liés à nos convictions idéologiques et politiques acquises aux forces de changement? L'histoire et l'avenir répondront à cette question. En dépit de tout, il faut affirmer que la province du Kwilu vient de renaître à ce jour, avec la présence remarquable et très remarquée de la haute hiérarchie du pays et de toutes les institutions politiques nationales qui viennent cimenter les liens séculaires, patriotiques et légitimes d'attachement de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, mais même celles occupées illégalement par le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui organisent de manière impunie et injuste aux vies et aussi de tous les massacres de nos frères et sœurs à l'Est. Je sollicite une minute de silence à l'égard de nos compatriotes décédés à l'Est du pays. Merci. Excellences, Messieurs
le président de la République, honorables et distingués invités, il convient d'affirmer que le choix du thème de cette conférence répond bien, on s'en doute, à la complexité historique, géographique, économique, sociologique, culturelle et même politique de la province d'Ikwilu, autrefois et encore appelée le quartier latin du Congo. En effet, la position géostratégique de la province d'Ikwilu, située à l'ouest de la République démocratique du Congo et à la porte d'entrée de la ville-province de Kinshasa, offre des opportunités agricoles incommensurables, au point que tout observateur avisé peut comprendre, sans faire de calcul, que l'Ikwilu constitue le poumon économique et géostratégique de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Négliger l'agriculture au Kwilu, c'est asphyxier la ville de Kinshasa et par conséquent réchauffer les esprits des Kinois. Mais investir efficacement dans l'agriculture au Kwilu, c'est alimenter considérablement la ville-province de Kinshasa, les Kwangwe, les Maïndombe et les provinces voisines. L'idée de l'organisation des marchés communs par une intégration régionale et la coopération décentralisée entre les provinces serait un moyen pour booster le développement intégral de l'agriculture en République démocratique du Congo. Et cette exigence prioritaire, Excellence Monsieur le Président de la République, passe par la création, la réouverture, les réaménagements des routes de dessert agricole et l'asphaltage indispensable du tronçon de la route RN17 Mongata Bandundu. En fait, la ville-province de Kinshasa serait notre premier allié dans l'expectative d'un marché agricole commun. Et cette exigence passe aussi par l'anéantissement total du phénomène Mubondo par les forces de l'ordre avec l'implication des populations locales. Comment expliquer qu'une frange des inciviques prenne le dessus sur une partie de notre souveraineté? Il importe, Monsieur le Président de la République, que vous portiez votre touche dans l'anéantissement de ces phénomènes dont les effets dévastateurs touchent à l'extinction des activités agricoles dans 3 provinces du Grand Bandundu, à savoir les Kwilu, les Maïndombe et les Kwango. En outre, point n'est besoin de rappeler que la province du Kwilu constitue une mosaïque culturelle et ethnique inséparable, où les filles et filles de la région, ensemble avec nos frères et sœurs des autres provinces qui ont élu domicile chez nous, vivent en paix, au-delà des discussions familiales inhérentes à nos cultures. En allant du territoire révolutionnaire de Gungu vers le territoire agro-pastoral de Bagata, en passant par les territoires commerciaux et hospitaliers d'Idiofa, la ville économique de Kikwit, les territoires géostratégiques de Massimanimba, les territoires politico-administratifs de Bulungu, la ville pacifique de Bandundu, tous, nous sommes derrière votre vision pour un Congo nouveau. Notre vœu ardent est que ces assises ouvrent la voie au développement économique
de la province du Kwilu avec les réalisations spécifiques, concrètes, palpables, mesurables, atteignables et à impact visible pour notre population. Ainsi, les Kwilois sauront dire à toutes les générations futures qu'il fit un jour où son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, vint au Kwilu et laissa des empreintes indélébiles dans les 2 villes de Bandundu et Kikwit, dans nos 5 territoires et nos 49 secteurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables et distingués invités, il convient de rappeler que la province du Kwilu paie à elle seule, et les spécialistes sont d'accord avec moi, nourrir toute la ville-province de Kinshasa, inonder les marchés de la capitale en produits agricoles, alimentaires et halieutiques, et même de bois, qui pourrissent dans nos villes et villages, faute de moyens de transport et de prise en charge des agriculteurs. Et au-delà, tant qu'elle serait dotée de moyens de transport fluviaux, routiers et même aériens, solides et permanents, ainsi que du matériel aratoire, mécanisé et manuel. Tant qu'elle serait bénéficiaire du financement de ces activités agricoles permanentes, tant que les infrastructures routières seront aménagées, reconstruites, tant que la sécurité serait assurée dans toute son étendue, et enfin et surtout, tant que vous serez là, encore et toujours, comme président de la République du Congo et chef de l'État. S'il est vrai que le développement national part essentiellement de l'agriculture, il serait tout aussi vrai que le développement de la République démocratique du Congo rime avec les progrès agricoles dans et par la province du Kwilu, grenier de l'agriculture vivrière. Conscient de la place qu'occupe notre province dans les marchés agricoles nationaux, et malgré les faibles moyens disponibles, mon gouvernement s'est attelé à soutenir les efforts agricoles dans toute la province en encourageant les initiatives publiques et privées en vue de booster le développement local. À ce jour, il faut citer les efforts réalisés et les soutiens accordés par le gouvernement provincial à la société Cap Congo dans le cadre de la modernisation de l'agriculture locale et nationale. Cette société située à une dizaine de kilomètres de Bandundu a la vocation d'alimenter la ville et ses environs en produits vivriers divers et faciliter aussi le développement économique de la région en apportant son expertise et équipant aux travaux publics d'aménagement territorial. La société Krisnovitz, située dans l'agglomération de Vanga, nous sommes dans le territoire de Gungu, et spécialisée dans la plantation de palmiers nains, nécessite un soutien de la part des pouvoirs publics. La société Biotech, dans le secteur de Gungu, dans le secteur de Kwenge, toujours dans le territoire de Bulungu, s'attelle sans relâche à la transformation du manioc en alcool éthylique. La société RED SARL, des dimans spécialisés dans les cultures de l'EVA, les palmiers à huile, les cacao, les calptis, ainsi que les cultures vivrières. Cette société dispose également de 5 unités pour les transports fluvial, et pour ne citer que celle-là. Du reste, l'histoire nous renseigne
que le Kwilu d'Atan a participé activement à la construction de la ville de Lubumbashi grâce aux recettes productrices de l'huile de palme fabriquée de manière industrielle par l'usine et les plantations de PLZ dans les territoires de Gungu, dans les territoires de Bulungu, dont les portes sont fermées au jour d'aujourd'hui. Sa réhabilitation est une nécessité pour notre province. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, Président de la Conférence des gouverneurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant de clore mon propos, je me fais le devoir de remercier encore une fois le Président de la République, chef de l'État, pour son engagement à œuvrer pour le développement de l'agriculture au Kwilu, catalyseur du décollage agricole de la République démocratique du Congo. Aussi, il ne va sans dire que la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique de la République démocratique du Congo passe nécessairement par la mécanisation de l'agriculture. Le réaménagement des routes, des dessertes agricoles, le financement des activités agricoles, l'implantation des pharmacies vétérinaires dans les milieux urbains, la formation des cadres et acteurs socio-professionnels dans les nouvelles techniques de la pisciculture et professionnels dans le secteur de l'agricole, en vue de parfaire leur formation et développer leurs compétences. Le renforcement de la coopération technique et financière avec les bailleurs de fonds, la conscientisation et la formation des populations locales. En réalité, la province du Kwilu offre des avantages indéniables dans la mise en œuvre de cette politique agricole, tant au niveau national que provincial. Excellences, Monsieur le Président de la République, mon gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre la politique nationale en vue de donner les réponses aux multiples questions posées par nos populations. Et nous espérons que le gouvernement de la République, sous la houlette de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et des ministres sectoriels, saisiront les différentes opportunités que donne le Kwilu pour booster le développement agricole de toute la République. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kwilu, que vive la conférence des gouverneurs, que vive le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit et je vous remercie. Nous applaudissons, s'il vous plaît. Nous invitons Monsieur le gouverneur du Sud Kivu pour le mémorandum des gouverneurs des provinces. Mémorandum des gouverneurs à la 13e conférence des gouverneurs, à la haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Les gouverneurs de province réunis à l'occasion de la 13e session de la conférence des gouverneurs réaffirment leur totale loyauté institutionnelle et leur engagement constant à accompagner votre haute autorité dans la défense de l'intégrité territoriale, la consolidation de la paix et le développement équilibré de notre pays. Les gouverneurs vous remercient très sincèrement pour les efforts inlassables que vous ne cessez de mener sur le plan militaire, sécuritaire et diplomatique afin de réhabiliter l'intégrité territoriale de notre pays en boutant les ennemis dehors, notamment l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, l'ADF NALU et d'autres forces négatives qui continuent à semer la terreur à notre pays. Cependant, grâce à vos efforts, l'espoir est permis et très bientôt, nous allons récupérer tous nos territoires comme nous venons de récupérer la ville d'Ouvira. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est dans un esprit de responsabilité et de vérité institutionnelle que les gouverneurs souhaitent attirer votre attention particulière sur certaines préoccupations majeures, notamment celles découlant de la non-matérialisation ou d'une matérialisation partielle des recommandations de la 12e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba. Premier point, les engagements financiers non encore concrétisés à ce jour. La matérialisation de la Caisse nationale de péréquation. L'inactivité de la Caisse nationale de péréquation due au manque de financement privé, ceci prive les provinces et les entités territoriales décentralisées d'un instrument crucial de solidarité provinciale et nationale. Sa réactivation effective constitue une condition déterminante du parachèvement de la décentralisation budgétaire et financière en cours et en perspective dans notre pays. Ainsi, les gouverneurs vous prient de bien vouloir user de votre sagesse habituelle pour la matérialisation rapide de cette caisse de péréquation. Le deuxième point, c'est la rétrocession. On parle ici de la rétrocession aux provinces, mais aussi aux assemblées provinciales. L'irrégularité persistante du paiement de la rétrocession compromet la planification budgétaire provinciale et affaiblit l'action publique locale. À cet effet, comme nous le savons tous, la non-matérialisation de cette rétrocession constitue une des sources principales des divisions et des conflits, du moins de la dynamique conflictuelle qui sévit souvent entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. À cet effet, nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir nous aider à mettre en place un mécanisme rapide, automatique et prévisible de la rétrocession. Sollicitons aussi une implication personnelle de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qu'elle veuille bien suivre de près afin que les virements et les versements soient garantis pour matérialiser cette rétrocession aux provinces. Deuxièmement, en ce qui concerne l'autorité des gouverneurs de province, sur le plan juridique et en vertu de la constitution de notre pays, les gouverneurs sont des représentants attitrés du chef de l'État dans leurs provinces respectives. Et à ce titre, ils exercent l'autorité sur les services déconcentrés de l'État et les services de sécurité. Ainsi, les gouverneurs sollicitent la dotation permanente des frais secrets de recherche pour leur permettre de faire face aux impératifs sécuritaires du moment.
En ce qui concerne la préservation de la cohésion nationale à l'ère du numérique, les gouverneurs des provinces expriment leurs vives préoccupations face à l'usage abusif et irresponsable des réseaux sociaux devenus dans plusieurs provinces des vecteurs de désinformation, de manipulation et de déstabilisation institutionnelle. Tout en demeurant réglementaire, équilibré des plateformes numériques, eh bien, le gouverneur de province sollicite la nécessité d'engager un encadrement de ces réseaux sociaux, la responsabilisation des administrateurs des contenus à forte audience, mais aussi le renforcement des mécanismes de lutte contre la cybercriminalité et la cyberdésinformation. Il s'agit de protéger à la fois les libertés publiques et la stabilité institutionnelle de nos provinces et de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouverneur de province demeure fermement engagé aux côtés de votre haute autorité pour consolider l'État, renforcer l'autorité publique et promouvoir un développement harmonieux de toutes les provinces. Il sollicite ainsi votre arbitrage pour la matérialisation rapide des préoccupations si haut exprimées. J'ai dit et je vous remercie. Nous invitons Madame la gouverneure de la province de Lualaba pour la lecture de la motion de soutien au président de la République. Motion de soutien du gouverneur de province à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la 13e conférence de gouverneurs Bandundu. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Réunis à Bandundu dans le cadre de la 13e conférence de gouverneurs, les gouverneurs de province de la République démocratique du Congo tiennent à exprimer solennellement leur soutien ferme et loyal à votre action à la tête de notre pays. Sous votre leadership, la nation poursuit son affirmation sur la scène internationale, renforce la défense de son intégrité territoriale et consolide les fondements d'un État plus stable, plus souverain et résolument engagé sur la voie du développement inclusif. Le gouverneur de province salue les efforts constants déployés pour la restauration et la consolidation de la paix sur l'ensemble du territoire national, les avancées diplomatiques significatives enregistrées sur le plan international, ainsi que la mise en œuvre progressive des réformes structurantes, notamment dans les domaines de la santé, de la gouvernance et de la décentralisation. Il se félicite particulièrement de la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, étape diplomatique majeure qui vient consacrer les efforts soutenus en vue d'un règlement durable des crises sécuritaires auxquelles la nation est confrontée depuis des décennies et qui ouvre les perspectives nouvelles pour la stabilité, la paix définitive sur l'ensemble du territoire national. Conscient des défis majeurs auxquels la République démocratique du Congo demeure confrontée, ils réaffirment leur engagement à travailler en synergie avec le gouvernement central dans un esprit de cohésion institutionnelle, de solidarité nationale et de responsabilité partagée. Excellence, Monsieur le Président de la République, les gouverneurs de province réaffirment solennellement leur attachement indéfectible
aux valeurs de la République, leur loyauté aux institutions et leur engagement résolu à accompagner votre vision pour une République démocratique du Congo unie, pacifiée et prospère. Ils déclarent devant la nation et l'histoire leur soutien ferme et sans équivoque à votre action ainsi que leur détermination à œuvrer dans leurs provinces respectives à la consolidation durable de la paix, au renforcement de la cohésion nationale et à la mise en œuvre effective des réformes engagées sous votre haute autorité. Ainsi en ont-ils déclaré et adopté à Bandundu le 24 mars 2026 à l'occasion de la 13e conférence de gouverneurs. Tous les gouverneurs de la République ont signé cette motion. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Qu'il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et président de la conférence des gouverneurs des provinces, a prononcé son discours d'ouverture. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que j'ouvre ce jour la 13e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Je tiens avant toute chose à saluer chaleureusement la population de Bandundu-Ville et à travers elle l'ensemble du peuple du Kwilu, ainsi que les autorités provinciales et locales pour la qualité de l'accueil qui nous était réservé. Dans cette hospitalité légendaire et exemplaire s'exprime avec force et simplicité l'attachement de nos concitoyens à l'unité nationale, à la paix et à la solidarité entre les provinces de la République. La tenue de cette session a une double exigence, constitutionnelle et politique. Constitutionnelle parce que notre architecture institutionnelle, notamment l'article 200 de la Constitution,
ainsi que les articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, consacrent la conférence des gouverneurs comme un cadre régulier de concertation entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux. Politique parce qu'à l'heure où notre pays doit produire davantage, mieux nourrir sa population, créer des emplois et renforcer sa cohésion nationale, la gouvernance territoriale ne peut plus être regardée comme une question périphérique. Elle est désormais au cœur même de notre ambition nationale. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, mesdames et messieurs, le thème retenu pour nos travaux, transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains, engage directement l'avenir économique, social et stratégique de la République démocratique du Congo. Il touche à des enjeux fondamentaux, à savoir la sécurité alimentaire de notre peuple, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes, et au bout du compte, l'affirmation même de notre souveraineté. Dans le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques, la hausse du coût de la vie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les effets du changement climatique et la compétition croissante autour des ressources stratégiques, une évidence s'impose à nouveau: aucune nation ne peut durablement prétendre à la puissance si elle demeure dépendante pour se nourrir, si elle laisse dépérir ses campagnes ou si elle abandonne ses territoires ruraux. Partout dans le monde, la question agricole a cessé d'être un sujet sectoriel parmi d'autres. Elle est redevenue une question de puissance, de stabilité et de souveraineté. Pour l'Afrique, cette prise de conscience a été clairement réaffirmée par la déclaration de Kampala sur les systèmes agroalimentaires résilients et durables, adoptée par l'Union africaine en janvier 2025 dans le cadre du nouveau cycle du Programme agricole africain global, CAADP, 2026-2035, entré en vigueur le 1er janvier 2026. Pour la République démocratique du Congo, cette réalité revêt une importance, une portée encore plus décisive. Notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant, nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Car, malgré ces atouts, une part importante de notre population demeure exposée à l'insécurité alimentaire dans un contexte aggravé par les conflits, les déplacements des populations, les aléas climatiques et les fragilités économiques. Ce contraste entre l'immensité de notre potentiel et la persistance de telles vulnérabilités ne peut plus durer. Depuis le début de mon action à la tête de l'État, je porte la conviction que la transformation durable de la République démocratique du Congo passera aussi par la revanche du sol sur le sous-sol. Ce choix n'est ni rhétorique ni circonstanciel. Il procède de la vision que je porte pour notre pays, celle d'un Congo qui ne fonde pas sa prospérité uniquement sur l'extraction, mais également sur la production, la transformation, la création de valeur ajoutée locale et l'occupation intelligente de son territoire. C'est dans cet esprit
que l'agriculture, la pêche, l'élevage et le développement rural occupent une place centrale dans nos priorités, car derrière ces secteurs se jouent en réalité des questions décisives de stabilité sociale, d'aménagement du territoire, de sécurité, de justice économique et de dignité nationale. Mesdames et messieurs, nous devons néanmoins avoir le courage de regarder la réalité en face. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral demeure entravée par des contraintes structurelles majeures. Parmi celles-ci figurent l'insécurité persistante dans plusieurs territoires, les conflits fonciers et agro-pastoraux, la faiblesse des infrastructures de desserte, ainsi qu'une coordination encore insuffisante, souvent marquée par le chevauchement des interventions et le manque de cohérence des initiatives. À ces difficultés s'ajoute l'insuffisance des financements, l'accès limité aux intrants, aux technologies et aux services d'appui, la prévalence des maladies animales, les effets croissants du changement climatique, ainsi que le déficit d'encadrement structuré des producteurs et des coopératives. Le draft soumis à notre examen en dresse à juste titre un diagnostic sévère mais lucide. Il montre combien ces obstacles nourrissent la pauvreté rurale, accentuent l'exode vers les centres urbains, alimentent une urbanisation désordonnée et en définitive fragilisent la cohésion sociale. C'est précisément pour répondre à ces défis que le gouvernement a engagé plusieurs initiatives structurantes. Je pense notamment au programme de transformation de l'agriculture, au programme national de développement agricole, à la relance des filières prioritaires, à la structuration des coopératives, à la promotion de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux efforts entrepris pour améliorer la gouvernance sectorielle et renforcer le capital humain. Je pense aussi au programme de développement local des 145 territoires que j'ai voulu comme un instrument concret de correction des inégalités territoriales et de transformation rurale durable des conditions de vie dans nos milieux ruraux. Comme le rappelle justement le draft, ce programme vise à rapprocher l'action publique des populations à travers la réalisation d'infrastructures et la fourniture de services de base à l'échelle des territoires. Je pense également au projet d'aménagement des agropoles appelés à jouer un rôle dans la révolution agricole que nous voulons conduire. Il s'agit de structurer les bassins de production, soutenir la transformation locale, créer des emplois et mieux relier le monde rural au marché. Le déploiement progressif de ces agropoles, avec l'implication des provinces et des entités territoriales décentralisées, sera déterminant. Je pense enfin au couloir vert Kivu-Kinshasa, initiative majeure que nous avons lancée en 2025 et qui traduit une vision nouvelle de notre développement. Une vision dans laquelle la paix, la production, la cohésion nationale et la protection de notre patrimoine naturel avancent désormais d'un même pas. Ce projet ambitieux, adossé à la création de la plus vaste aire protégée communautaire au monde, ne répond pas seulement à un impératif environnemental, il porte une ambition plus profonde, transformer des espaces fragilisés par des conflits en territoires d'opportunités, d'activités légales et de prospérité durable. À travers ce couloir vert, nous faisons le choix de substituer à l'économie de la guerre une économie de la vie, du travail et de l'espérance. Il s'agit de protéger nos forêts,
de restaurer les écosystèmes, de créer des emplois durables, de soutenir une agriculture responsable, de stimuler la transformation locale et de mieux relier les bassins de production à l'Est aux grands marchés de consommation de l'Ouest. Par les partenariats engagés, par les infrastructures sobres qui les accompagnent, par les chaînes logistiques, énergétiques et agro-industrielles qu'appelle le couloir vert, celui-ci incarne une conviction forte, à savoir, en République démocratique du Congo, la transition écologique peut et doit devenir un levier de stabilité, de souveraineté et de paix durable. Mesdames et messieurs, distingués participants, la transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne se heurte pas seulement à des défis techniques et financiers. Elle se heurte aussi, trop souvent, à des faiblesses de gouvernance, à des blocages institutionnels, à des rivalités de pouvoir, à une mauvaise articulation entre les niveaux de décision et parfois à une compréhension imparfaite de ce que signifie réellement la décentralisation dans un État unitaire. Je veux le dire avec gravité. La stabilité institutionnelle dans les provinces n'est pas un sujet périphérique. Elle est une condition du développement. Aucune politique agricole sérieuse ne peut prospérer dans un environnement marqué par des crises répétées entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Aucun investisseur, aucun partenaire, aucune communauté productive ne peut se projeter sereinement là où l'incertitude politique devient la règle, là où les conflits institutionnels paralysent l'action publique et là où les priorités varient au gré des calculs de circonstances. De la même manière, aucun développement rural durable ne peut naître dans un climat dominé par l'affrontement permanent, l'instabilité des équipes, la confusion des responsabilités ou la politisation excessive des mécanismes de contrôle. La décentralisation n'a jamais eu pour vocation de faire des provinces des foyers de tension permanente. Elle n'a jamais eu pour objet de substituer aux exigences de bonne gouvernance des logiques de confrontation, de captation ou de blocage. Elle a été voulue pour rapprocher l'État du citoyen, pour adapter l'action publique aux réalités locales, pour responsabiliser les acteurs territoriaux et pour faire émerger dans chaque province des dynamiques de développement conformes aux potentialités propres, à leurs potentialités propres. J'attends donc de tous les acteurs provinciaux et de tout particulièrement des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales qu'ils se montrent à la hauteur de cette responsabilité historique. Le contrôle parlementaire provincial est légitime. Il est nécessaire. Il est sain dans une démocratie. Mais il ne peut devenir un instrument de chantage politique ni d'instabilité chronique. Il ne peut être détourné de sa finalité pour servir des intérêts particuliers, des agendas personnels ou des équilibres précaires sans rapport avec l'intérêt général. De la même manière, l'autorité de l'exécutif provincial ne saurait s'exercer dans l'opacité, dans le mépris des textes
et dans l'affaiblissement délibéré des mécanismes de redevabilité. Ce dont nos provinces ont besoin, ce n'est ni d'institutions paralysées, ni d'institutions rivales. Ce dont elles ont besoin, ce sont des institutions qui se respectent, qui coopèrent, qui se contrôlent mutuellement dans le cadre de la loi et qui gardent en toutes circonstances le souci supérieur des populations. Madame et Messieurs les gouverneurs, vous êtes au premier rang de cette exigence. Dans vos provinces respectives, vous êtes les pivots de l'action publique territoriale, les relais essentiels de la vision nationale et les garants de sa traduction concrète sur le terrain. Vous n'êtes pas seulement comptable d'une administration, vous êtes responsable d'une méthode, d'un climat de travail, d'une discipline de gouvernement et d'une capacité collective à produire des résultats. À l'échelle provinciale, vous êtes les facilitateurs entre le pouvoir central, les entités territoriales décentralisées, les communautés locales et les investisseurs. À ce titre, votre responsabilité est décisive. Être gouverneur, ce n'est pas seulement administrer le quotidien, c'est imprimer une direction, maintenir la cohésion, prévenir les crises, arbitrer avec discernement et protéger les intérêts de la province sans jamais les dissocier de ceux de la nation. C'est en définitive faire vivre la République jusque dans ses territoires les plus éloignés. C'est un sacerdoce. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne se décrète pas depuis Kinshasa. Elle se construit dans les provinces, dans les territoires, dans les chefferies, dans les secteurs et dans les villages, au contact direct des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des coopératives, des PME rurales et des marchés de proximité. C'est pourquoi l'ambition agricole que nous portons aujourd'hui ne pourra se réaliser pleinement qu'à travers des exécutifs provinciaux stables, structurés et crédibles, capables d'inscrire leur action dans la durée et de la déployer avec constance, en cohérence avec la vision que je porte pour la nation. Car le temps du développement n'est plus celui de l'agitation institutionnelle. Il exige de la continuité, de la lisibilité et de la constance. Je vous invite donc à faire de vos provinces non pas des espaces de conflit, mais des espaces de résultats. Non pas des théâtres de rivalité improductive, mais des laboratoires de solutions. Non pas des centres de consommation administrative, mais de véritables pôles de production, d'investissement et de transformation. Mesdames et messieurs, le développement rural ne se résume pas à produire davantage. Il suppose d'abord de mieux gouverner les territoires de production. Gouverner ici signifie sécuriser le foncier, désenclaver les bassins agricoles, lutter contre les tracasseries et les prélèvements illégaux, garantir un minimum de sécurité dans les zones de culture, de pêche et d'élevage, et créer un climat de confiance pour les producteurs, les commerçants, les coopératives, les transformateurs comme pour les investisseurs. Or, sur chacun des sujets, la province est un échelon décisif. C'est à ce niveau que se mesure très concrètement la crédibilité de l'action publique. C'est là que le citoyen voit si l'État agit réellement ou s'il s'efface. C'est là, surtout, que nos institutions doivent démontrer leur capacité à produire autre chose que des textes,
des routes praticables, des marchés organisés, des zones de production sécurisées, des filières structurées, des recettes bien gérées et des services effectivement rendus aux populations. Voilà pourquoi je tiens à insister sur un point: il n'y aura pas de transformation agricole durable sans gouvernance provinciale exemplaire. Il n'y aura pas de développement rural solide sans discipline budgétaire. Il n'y aura pas de connexion efficace aux marchés urbains sans planification territoriale cohérente. Il n'y aura pas d'investissement soutenable sans sécurité juridique et institutionnelle, et il n'y aura pas de progrès réel tant que les ressources publiques continueront d'être dispersées, mal priorisées ou détournées de leur finalité première, qui est de servir le producteur et au-delà le citoyen. Mesdames et messieurs, messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, mesdames et messieurs, notre ambition est claire: mieux relier les territoires ruraux aux centres urbains, mieux intégrer la production locale aux chaînes de valeur, mieux connecter nos provinces aux marchés nationaux et régionaux, afin de faire émerger une économie plus équilibrée, plus inclusive et plus résiliente. Une telle ambition appelle des investissements soutenus dans les routes de desserte agricole, les capacités de stockage et de conservation. Nous devons sortir, partout où elles subsistent encore, des logiques de crise répétées, de blocages stériles et d'arrangements précaires. Nous devons faire prévaloir une culture de responsabilité, de continuité de l'État et de résultats mesurables. Nous devons surtout démontrer à notre peuple que les institutions provinciales peuvent être des instruments d'efficacité, de stabilité et de développement, et non des foyers d'incertitude. Madame et Messieurs les gouverneurs, j'attends de vos travaux des recommandations précises, réalistes et courageuses. J'attends qu'elles portent non seulement sur la transformation des secteurs agricoles, halieutiques et pastorales, mais également sur les conditions institutionnelles, administratives et de gouvernance sans lesquelles cette transformation demeurera inachevée. J'attends enfin que chacun reparte d'ici avec une conscience renouvelée de sa responsabilité, car au fond, le sujet de cette session dépasse largement le seul cadre sectoriel. Il nous renvoie à une interrogation plus fondamentale. Quel type de gouvernance voulons-nous pour accompagner la transformation de la République? Voulons-nous une gouvernance de l'agitation ou une gouvernance de la structuration? Voulons-nous des institutions en concurrence ou des institutions en complémentarité? Voulons-nous administrer la pénurie ou organiser la production? Voulons-nous subir nos contradictions ou bâtir méthodiquement notre souveraineté? Au fond, le choix qui est devant nous est simple. Soit nous continuons à subir nos contradictions, celles d'un pays riche, mais qui importe encore trop, celles d'un pays fertile, mais où la faim progresse encore, celles d'un pays jeune, mais où trop de bras demeurent sans emploi, soit nous décidons avec méthode, constance et discipline de faire de nos provinces de véritables pôles de production, d'échange et de prospérité. C'est ce second chemin que j'ai choisi pour la République démocratique du Congo. En effet, j'ai fait le choix de la stabilité, de la responsabilité et de l'action. Je veux des provinces qui produisent. Je veux des provinces qui inspirent confiance. Je veux des provinces qui coopèrent avec le pouvoir central dans un esprit républicain. Je veux des provinces qui deviennent, pour leur jeunesse, des espaces d'opportunité et d'avenir, et non des espaces d'impasse. Parce qu'en définitive, transformer l'agriculture, la pêche et l'élevage, ce n'est pas seulement développer des filières, c'est stabiliser les territoires, c'est renforcer l'unité nationale
c'est donner du concret à la décentralisation. C'est restaurer l'autorité utile de l'État. C'est créer de la richesse là où vivent nos populations. C'est faire reculer plutôt la dépendance, la pauvreté et la frustration. Et enfin, c'est donner à la République démocratique du Congo les moyens de sa souveraineté. C'est sur cette conviction que je déclare ouverte la 13e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Justement, ce discours méritait un standing ovation. C'est un discours structuré, c'est un discours qui, en réalité, est révolutionnaire. Il rappelle les responsabilités des uns et des autres dans nos provinces. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président de la Conférence des gouverneurs de province, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de la 13e session de la Conférence des gouverneurs, tenue dans la ville de Bandundu ce jour. Sur ce, nous vous prions de pouvoir nous vous libérer et que nous insistons, nous donnons aux participants que le programme se fera. Le programme va se poursuivre selon ce qui est prévu. Et pour ce soir, il y a un service repas qui sera servi aux conférenciers derrière le chapiteau. Le président de la République a prononcé un discours très structuré, un discours très interpellateur, un discours très responsabilisant, mais en même temps qui traduit la philosophie générale de la gouvernance Tshisekedi. Il demande aux gouverneurs, aux assemblées provinciales, mais surtout à tout responsable où qu'il se trouve, d'implémenter cette vision, de travailler à la transformation de l'agriculture. Mais comme le président de la République l'entend, la transformation de l'agriculture, des ressources halieutiques et des ressources pastorales résume toute la gouvernance. Il ne faudrait pas que le pays continue à subir ces contradictions. Un pays immensement riche avec une population très pauvre. Il faudrait que la population sente cette volonté, cette transformation et que le travail qui va être fait dans la transformation donne de l'emploi. Les bras des jeunes ont besoin de trouver les espaces pour l'expression de cette énergie. Guillaume Modimola est avec nous. Le président de la République a parlé, interpellant ainsi les gouverneurs, les assemblées provinciales, en tout cas chaque responsable à son niveau pour qu'il capte la vision et la traduise en acte. Ce discours est fort, c'est un discours apparemment révolutionnaire, c'est mon point de vue, parce qu'il a à chaque moment été interrompu par les applaudissements de ceux qui sont dans la salle. Autant il a parlé au gouverneur, autant il a parlé au président des assemblées provinciales. Il a rappelé que la décentralisation était un moyen pour approcher les gouvernés des gouvernants. Il ne faudrait pas que les provinces entretiennent un climat de tension entre les administrations, entre l'assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Il ne devrait pas y avoir ces contradictions qui en réalité freinent le développement. Les défis sont énormes, le président les a énumérés, mais il a fait le choix de transformer l'agriculture, mais par là, imprimer une gouvernance qui donne de l'emploi aux jeunes et donne un déclic au développement de la République. Oui, Edith Chala, j'ai retenu un mot, une phrase clé où le président dit « L'autorité publique n'est pas un instrument de positionnement, mais un devoir exercé au service de la population ». Le président a insisté plusieurs fois dans son discours sur la population, le peuple. Vous voyez que le progrès social est au centre de son discours. Rapprocher le gouvernant des gouvernés, que les provinces soient les moteurs et les socles de développement.